Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc je vais vous parler des lectures que j'ai fait la semaine précédente. C'est plutôt un beau bilan puisque j'ai lu 4 romans et un manga et j'ai fait quand même plutôt de très bonnes lectures. Donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. On va les prendre dans l'ordre. J'ai commencé par lire L'énigme de la chambre 622 par Joël Dicker aux éditions de Fallois. Je vous en ai longtemps parlé sur Instagram mais j'ai beaucoup hésité à acheter ce roman dès sa sortie. Pour tous les autres Joël Dicker, en fait, je les ai lus totalement en décalé. Une fois que l'espèce de gros buzz, en fait, s'était totalement essoufflé, je les ai achetés d'occasion parce qu'en plus de ça, c'est des grosses briques qui sont assez onéreuses. Donc, quand celui-ci est sorti, qu'il y a eu des précommandes partout et qu'il y a eu voilà, un gros dossier de presse qui a été fait, je me suis un petit peu questionnée pour savoir si j'allais le lire ou pas. Et puis finalement, puisque j'avais été déçue par la disparition de Stephanie Meyer et en même temps totalement hypée par le lit de Baltimore et la vérité sur l'affaire Harry Kéber, j'ai eu quand même envie de savoir où placer mon curseur par rapport à cet auteur et j'ai craqué du coup dès sa sortie. Mon premier réflexe a été de l'enregistrer sur mon application de lecture et là j'ai découvert les premiers avis qui étaient soit choquant, soit totalement hors propos. Donc on avait la team fan club de Joël Dicker plus pour le contenant, le package que le contenu. Et il y avait l'autre team qui le condamne à un seul succès, à la vérité sur l'affaire Harry Kéber, et qui à partir du moment où il y a eu une grande popularité, le condamne à une forme d'imposture. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce que j'ai lu, mais il y a vraiment eu des choses qui étaient, je trouve, injustes. Un auteur ne peut pas écrire toujours la même chose, et de toute manière, s'il écrivait toujours la même chose, on dirait que eh bien, il se repose en fait sur ses acquis, et puis en même temps, on lui laisse pas sa chance pour parler d'autres choses, et je trouve ça vraiment dommage. Donc je me suis lancée en essayant le plus possible de ne pas faire attention à tous les avis que j'avais pu avoir en fait sur internet ou sur les applications de lecture. Je vais pas vous parler du résumé parce que je pense que vous êtes capable d'aller voir la 4e de couverture. Je vais pas non plus essayer de vous résumer l'intrigue sans trop vous spoiler. Il y a eu un meurtre, voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir et ensuite il faut faire confiance à Joël Dicker pour la résolution de cette affaire. Je vais plutôt vous parler de ce qui m'a plu dans ce roman et pourquoi je trouve que c'est une belle œuvre de littérature. La première chose qui m'a beaucoup plu en fait dans ce nouveau roman, c'est la manière dont Joël Dicker s'est très délicatement inséré entre les pages en floutant un petit peu les contours entre réalité et fiction. Et il a vraiment pris une place importante en étant l'écrivain. Alors on pourra reconnaître un petit parallèle avec la vérité sur l'affaire Harry Kéber avec cette dénomination de l'écrivain. Mais du coup on suit Joël Dicker ou pas, donc l'écrivain, qui à la suite d'une rupture amoureuse difficile part prendre des vacances dans un hôtel et dans cet hôtel eh bien, il n'y a plus de chambre 622 et en creusant un petit peu eh bien, il découvre qu'il y a eu un meurtre. Au début il refuse totalement de s'impliquer là-dedans et d'essayer de trouver la vérité et puis au fil des pages il se fait prendre lui aussi par l'intrigue. Donc j'ai trouvé assez rigolo au final que en fait Joël Dicker ou en tout cas le narrateur, l'écrivain qui est censé quand même être Joël Dicker, bon avec je pense un petit peu des parois assez souples entre fiction et réalité, se fait prendre aussi au jeu en même temps que nous. Et j'ai trouvé que c'était assez rigolo qu'il s'insère dans le roman presque à la même place que nous, lecteurs, qui avons envie de découvrir, peut-être malgré nous, comme c'est le cas pour lui, ce qui s'est passé dans cette chambre 622. Ce que j'ai aussi trouvé très beau, c'est qu'au lieu de mettre simplement sur la première page que le livre était dédié à Bernard de Fallois, eh bien, il lui a rendu un vrai bel hommage d'écrivain. Je pense d'ailleurs que la place qu'il a prise dans ce roman, c'était aussi à dessein pour parler de Bernard de Fallois, puisque dans ce livre, il va nous raconter sa relation, donc, de son premier roman, le livre Les derniers jours de nos pères, jusqu'à eh bien, ce dernier roman et le décès de Bernard de Fallois. Et j'ai trouvé que c'était un très bel hommage de l'écrivain à son éditeur, qui l'a inséré dans son livre en fait et pas juste dans les remerciements, il en a fait vraiment un véritable pan de l'histoire qui rythme en fait l'intrigue, qui donne du souffle et qui en même temps apporte une émotion particulière puisque
il nous raconte toute son histoire, son affection profonde et moi ça m'a vraiment touchée. J'étais contente de faire la connaissance de Bernard, d'en apprendre un petit peu plus sur les coulisses de Joël Dicker aux éditions de Fallois et j'ai trouvé que c'était un geste très très beau. Pour vous donner une idée des critiques dont je parlais, il y a quand même des gens qui l'ont accusé de noircir des pages, de combler le vide et les trous dans son histoire faible en parlant de Bernard de Fallois. J'ai trouvé que c'était absolument injuste parce que ce qu'il a fait c'était magnifique. Il y a beaucoup d'auteurs qui doivent leur réussite à leur... il y a beaucoup d'écrivains, pardon, qui doivent leur réussite à leur éditeur et qui ne leur rendront jamais un tel hommage. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très injuste. Pour parler un petit peu plus du fond, parce que là je m'égare un petit peu, j'ai adoré ce roman, j'ai été portée par l'intrigue. Moi j'aime beaucoup les intrigues qui se passent, souvent les crimes dans des hôtels, parce que c'est une sorte de huis clos, alors pas totalement hein, puisque l'histoire va ailleurs, mais tout s'est passé en quelques temps dans un espace fermé comme ça, j'aime beaucoup. Encore une fois, on retrouve le brio de Joël Dicker qui remonte petit à petit dans le passé avec tous ces petits personnages qui apportent petit à petit, seconde par seconde, l'illustration et la scène en fait juste avant le crime. Donc ça j'ai trouvé que c'était super. J'ai adoré les personnages dans ce roman. Comme je l'ai dit sur Instagram, je suis tombée folle amoureuse de Lev Levovitch. J'ai compris Anastasia, j'ai pleuré avec elle, j'ai compris sa vie, j'ai compris son passé, son présent, son futur. J'ai eu vraiment beaucoup de sensibilité pour tous les personnages en fait dans ce roman. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle illustration de la complexité humaine, de la complexité des sentiments. C'était vraiment un grand livre. C'était un grand livre parce que il m'a essoufflée, il m'a émue, il m'a donné envie de continuer, il m'a donné envie de ne pas dormir parce que je voulais continuer l'histoire. Ça m'a fait rire parfois, ça m'a fait rêver, ça m'a énervée, ça m'a mise en colère. Ça m'a insufflé beaucoup de sentiments, mais d'une manière vraiment très naturelle. C'était pas l'écrivain dont le dessein premier est d'insuffler tel sentiment et dont le résultat paraît faux. J'ai lu un roman dernièrement qui m'a vraiment pas plu et j'ai eu l'impression que l'auteur pensait aux sentiments avant de penser à l'intrigue et aux sentiments naturels qui pourraient en découler. Donc en fait, il allait me dire le personnage est en colère, sauf que j'allais pas du tout le ressentir parce qu'il n'y avait rien qui me montrait que le personnage était en colère. Sauf que là, ce que fait Joël Dicker, c'est qu'on apprend à avoir de l'empathie et à ressentir les sentiments des personnages alors même que la narration est omnisciente et que les personnages sont totalement différents sans jamais vraiment parler de sentiments. Et c'est ça qui est très beau et pour moi c'est pour ça aussi que c'est un grand roman parce que on a vécu avec tous les personnages. Alors s'il faut jouer le jeu de la comparaison, je pense qu'il a sa place aux côtés de l'affaire Harry Kéber parce que il était très fort. Moi j'ai beaucoup aimé cette intrigue, j'ai beaucoup aimé être à Genève, j'ai beaucoup aimé tous les personnages qui étaient dépeints, vraiment ils m'ont énormément touchée, j'ai versé quelques larmes. C'était une lecture bouleversante, j'avais pas du tout envie de refermer ce roman. C'est peut-être même mon préféré de Joël Dicker. Je pense que vous avez pu le voir, mais il m'est très difficile de parler de ce roman parce qu'il m'a insufflé beaucoup d'émotions, que j'ai pas du tout envie de spoiler l'intrigue, les personnages. Je pense que c'est un roman qu'il faut ouvrir sans savoir de quoi ça parle, juste se porter et disparaître dans les pages et ça, c'est de la littérature. Pour changer totalement de style, j'ai lu Les mystères de l'Arispem aux éditions Gallimard Jeunesse par Lucie Piera-Pajot. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire ce roman et donc je l'avais trouvé en occasion, je crois que je vous l'avais présenté dans un book haul. Dans ce roman, en fait, on suit plusieurs personnages principaux. En fait, l'histoire commence avec Carmine et Liberté. Donc Carmine est bouchère et Liberté est technicienne et travaille les automates. Et pour arrondir les fins de mois, elle vole dans des anciennes maisons d'aristocrates. L'Arispem, ce n'est autre que Paris qui a connu une seconde révolution après la Révolution française qui a abouti à l'abolition totale des classes et surtout un gros dégoût envers les classes plus riches, plus aisées et l'aristocratie et la bourgeoisie, ce qui fait qu'ils ont dû fuir l'Arispem pour aller dans les autres en fait, villes de France puisque l'Arispem est devenue une cité indépendante en France.
d'influence. Donc les deux jeunes filles aux personnalités diamétralement opposées volent dans ces vieilles demeures des objets encore de valeur qui n'ont pas échappé aux pilleurs pour se faire un petit peu d'argent. Et le jour en fait où elles arrivent dans une maison un petit peu bizarre, vraiment très très luxueuse, elles tombent sur un homme avec un grain de beauté en forme de larme qui lâche un livre un petit peu mystérieux et une fumée blanche anesthésiante. Elles comprennent pas trop, elles arrivent à s'enfuir et elles arrivent à récupérer le livre. À côté de ça, on va suivre Nathanaël qui est orphelin et qui se prépare du coup pour les candidatures pour des futurs apprentissages, donc des métiers, et il se dispute avec un de ses professeurs très malveillant, et dans sa tête il espère très très fort qu'il arrivera quelque chose de mal à ce professeur pour qu'il ne contrevienne pas à son avenir. Et bizarrement, quelques temps après, son professeur se vide de son sang par le nez et les oreilles et décède. Il commence à se passer des choses vraiment bizarres à la RISPEM, des automates qui se font trafiquer et qui répètent « le sang n'oublie jamais ». Il y a beaucoup de maladies de sang, bizarrement, certains élèves tombent dans les pommes, saignent beaucoup du nez, le sang devient coagulé, épais, un petit peu violet, bref. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir en fait ce qui se tramait et cette espèce de maladie qui va avoir un lien avec l'histoire et avec les frères de sang qui ont eu un rôle dans cette révolution et qui ont essayé de manipuler un petit peu la magie, l'alchimie. Voilà, il va y avoir quand même quelque chose d'assez particulier et qui est très 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 prometteur. Si j'ai pas non plus envie d'aller plus loin, c'est que c'est un livre qui est très 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 introductif. Les espèces d'allusions que je fais, ça se passe vraiment pendant les 70 dernières pages. Et c'est peut-être en fait ce que je reproche à ce roman, c'est que la majorité, je pense, la grosse moitié du roman, je me suis ennuyée. J'ai vu en fait les pions qui ont été déposés, l'atmosphère très steampunk qui a été établie par l'auteur, mais il s'est pas passé grand chose et j'ai vraiment apprécié ma lecture, ouais je pense 70 pages avant la fin, et ça c'est un petit peu dommage. Cela étant, je vais continuer, c'est une trilogie et franchement le système de magie avec les frères du sang a l'air dingue, ça a l'air vraiment super bien, il y a un gros aspect historique, c'est hyper intéressant. Je vais pas dire que les personnages principaux sont des anti-héros, mais presque. On sent qu'il va y avoir une vraie complexité au niveau de l'intrigue et franchement je pense que c'est peut-être une des sagas, une des trilogies les plus prometteuses que j'ai pu lire en jeunesse. Donc je vous en reparlerai parce que je compte évidemment me procurer les 2 tomes suivants. Mais voilà, si vous le commencez et que vous trouvez qu'il y a des longueurs au début, ça vaut le coup de persévérer parce que je pense que ça va vers quelque chose de très 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 bien. Ensuite, j'ai lu La femme au manteau violet de Clarisse Sabat aux éditions Charleston. Ce roman démarre avec Flo qui, le jour où elle souhaite avouer à son meilleur ami ses sentiments, apprend en fait qu'elle a un anévrisme qui menace de se rompre et qu'elle doit choisir entre le risque de mourir d'une rupture d'anévrisme ou de se faire opérer, avec une opération très lourde de conséquences, avec des risques de complications, etc., etc. Elle se retrouve un petit peu dans un point pivot de sa vie et son grand-père va l'inciter en fait à aller sur les traces du passé familial à sa place, puisqu'il se considère beaucoup trop vieux et ne veut pas partir sans avoir levé le voile sur une intrigue qui lui pèse depuis quelques années. En effet, il lui raconte qu'un jour il a reçu un médaillon avec une photo d'un bébé à l'intérieur avec marqué « Pour Gabriel » et il n'a jamais su vraiment de quoi il s'agissait. L'expéditeur était dans la campagne anglaise et donc ni une ni deux, Flo et sa meilleure amie partent dans cette campagne anglaise pour découvrir en fait la vérité, qui est Gabriel et quel est le lien avec la famille. Et ce voyage nous amène donc encore plus loin puisqu'on va suivre le destin particulier de Charlotte dans les années 20 qui va à New York avec son mari qui était exploitant vinicole et ils vont aller à New York pour faire affaire dans le New York de la prohibition qui a voilà, une atmosphère avec la pègre, avec les mafias, etc., etc. Charlotte va tomber folle amoureuse d'un des négociants de son mari et va rester à New York pour une raison que je ne vous dévoilerai pas.
Il va arriver péripétie sur péripétie et en fait ça va être le combat d'une femme pour avancer malgré tous les drames qu'elle pourra rencontrer. Je ne vous en dirai pas plus parce que je trouve que l'histoire est très bien amenée et qu'il faut le découvrir vierge en fait de toute idée reçue. Moi j'ai adoré écouter en fait et découvrir tous les déboires de Charlotte, tout ce qui s'est passé dans sa vie, toutes les chutes, à chaque fois tous les moments où elle s'est relevée, où elle a avancé, où elle a puisé en fait cette force en fait en elle. Voilà, je pense qu'il faut le découvrir comme ça. C'est un beau roman qui permet aussi de découvrir New York dans les années 20 avec les mafieux, avec également des petits restes de ségrégation. Il y a des beaux messages en fait envers un musicien noir à qui elle va tendre la main et une belle amitié va en découler. En fait ça évoque beaucoup de choses. Ça parle de la condition féminine à cette époque, de la condition des personnes de couleur à cette époque. Ça dresse vraiment un large portrait de la société dans les années 20 et plus particulièrement à New York et c'était super intéressant. Le seul point négatif pour moi dans ce roman, c'était la partie contemporaine. Je pense que vous le savez, j'adore les sauts historiques. J'aime beaucoup les livres quand il y a deux temporalités, qu'une héroïne contemporaine en fait retourne un petit peu sur les traces du passé pour découvrir ce qui s'est passé dans sa famille et que du coup on suit en fait une personne dans une autre époque. C'est vraiment ce que je préfère. Par contre, c'est souvent d'ailleurs, hein, c'est souvent le problème que je note, je trouve qu'il y avait une faiblesse dans la partie contemporaine. J'ai pas forcément hyper accroché avec le personnage de Flo, qui traverse quand même une grosse... un épisode quand même assez dramatique dans sa vie, et j'ai pas franchement ressenti d'empathie pour elle. J'ai trouvé que que c'était un peu plat et que c'était un petit peu un prétexte pour justifier ce saut en fait dans le passé et que la partie contemporaine n'apportait vraiment rien dans l'histoire, à tel point qu'à la fin j'avais vraiment envie de passer ces espèces de bonds sur la vie de Flo pour juste rejoindre Charlotte dans les années 20. J'ai pas trouvé que ouais, ça apportait quelque chose. Enfin, je trouve que c'était assez dommage parce que c'était pas travaillé, ça allait trop vite. Il y avait des fois des réactions des personnages qui étaient invraisemblable et presque là juste pour qu'il y ait un semblant d'intrigue en fait dans la période présente. Elle a des sentiments pour son meilleur ami, lui aussi, mais en fait elle cache à toute sa famille et à ce mec-là son anévrisme parce que elle se sent pas prête à en parler, ce qui est absolument normal hein, quand on a, je veux dire, un drame comme ça qui nous tombe dessus. Il faut aussi se laisser du temps pour accepter ce qui se passe. Elle lui confie après coup et là le mec en fait lui fait absolument la gueule silence radio parce que elle ne lui a pas dit, alors qu'elle ne l'a même pas dit à ses parents. Enfin, j'ai trouvé que c'était absolument ridicule, que c'était juste là pour essayer d'apporter un petit peu de tempête en fait dans la période contemporaine et c'était pas du tout réaliste. Enfin, c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas vous en vouloir de mettre du temps à accepter votre sort, mettre du temps d'accepter que votre vie est en danger et de ne pas en parler tout de suite. C'est pareil, il y avait des retournements de situation qui ont essayé d'être faits dans la période présente qui n'avaient pas de sens et jusqu'à la dernière page ça m'a même fait lever les yeux au ciel. Il y a vraiment une tournure, ah bon je vais pas en parler parce que là ça va vraiment tout spoiler, mais jusqu'au dernier moment elle a essayé de retwister l'histoire. Ça avait pas de sens. En fait, ça avait pas de sens pour moi. C'était juste essayer de fortifier l'histoire au présent qui ne servait à rien d'autre que donner la parole à Charlotte dans les années 30. Et franchement, moi j'aurais juste préféré en fait qu'il n'y ait pas ces chapitres entrecoupés, que juste en fait elle soit là au début, qu'elle aille rechercher, mais qu'on laisse la parole en fait à Charlotte parce que c'était hyper niais et ça apportait pas grand chose. Après j'ai quand même passé un moment de lecture, j'ai dû le lire en 2 ou 3 coups. J'aime toujours autant Clarisse Sabar parce que je trouve qu'elle apporte beaucoup de soin à ses recherches historiques qui permettent une vraie immersion en fait dans cette époque. Il y a quand même beaucoup de détails qui sont là pour rendre le récit très vraisemblable et puis très pertinent. Donc ça c'est un point qui était vraiment cool. Franchement j'ai beaucoup aimé ce New York de la prohibition avec ses joueurs de jazz et puis ces femmes avec leur chapeau cloche et puis l'émancipation féminine. C'était hyper sympa, mais voilà, la partie contemporaine moi m'a vraiment déçue. À la fin j'avais juste envie de la laisser passer, mais ça reste un bon roman que je vous conseille parce que j'ai passé un bon moment.
Ensuite, j'ai lu Les après-midi d'hiver d'Anna Zerbib aux éditions Gallimard dans la collection NRF. Qu'est-ce qui se passe pendant les après-midi d'hiver? Eh bien, on suit une protagoniste qui est du coup la narratrice qui part à Montréal pour continuer ses études et elle va être rejointe par son petit ami de longue date et donc ils vont s'installer à Montréal, sauf que tout n'est pas si rose puisque elle a perdu sa mère il y a peu de temps et voilà, on sent une grande détresse émotionnelle et qu'elle est un petit peu perdue quoi. Elle va faire la connaissance de Noah, un Montréalais qui vient également de perdre son père, il a la quarantaine, il est artiste, il est un peu paumé aussi et ils vont entretenir une liaison. J'en parle avec assez de rapidité parce que finalement c'est peut-être tout ce qui me reste de ce roman, j'ai été un petit peu déçue. On est quand même dans une situation où il y a une forte détresse émotionnelle hein, normalement. Alors je sais que tout le monde réagit un petit peu différemment, mais on pose quand même les pions d'une histoire assez dramatique. On a quand même deux personnes qui sont orphelins de l'un de leurs parents. Elle est totalement paumée, elle commence à tromper son mec. Leur histoire, on sait très bien que ça finira pas bien, mais c'est en surface. Pour moi, c'est en surface. Alors c'est certes très bien écrit, hein, il y a une jolie plume, voilà, il y a des belles choses, on a envie de corner 2-3 pages de temps en temps pour regarder une citation, mais j'ai trouvé que c'était pas du tout réaliste. En fait, j'ai cru comprendre que c'était pas l'histoire personnelle de l'auteur et que voilà, c'était une narratrice inventée, elle avait décidé de prendre le jeu pour raconter cette histoire. Sauf que pour moi, ça manquait totalement de conviction, de sincérité. J'ai trouvé que c'était de belles lettres pour faire de la belle littérature, mais ça manquait de sentiments. Et je dis ça alors que pourtant je suis une grande fan des histoires d'amour impossibles, des drames amoureux, des passions qui s'arrêtent tout de suite, de la douleur, de mourir par amour. Je suis une vraie romantique. Je me suis mise à la littérature avec les héroïnes du 19e siècle qui se laissaient littéralement mourir de chagrin pour ces amours impossibles. Donc autant vous dire que j'étais le bon public a priori pour ce livre. Mais le problème pour moi, c'était que là, on s'est plus, je pense, attaché à la forme qu'au fond, parce que c'est très bien de raconter une passion amoureuse, c'est très bien d'essayer de dépeindre la complexité de l'humain qui est totalement perdu, qui vient de perdre quelqu'un de très cher dans sa vie et qui essaye de se retrouver dans un amour charnel avec quelqu'un d'autre. Mais il faut que ça ait du sens, et là ça en avait pas du tout. J'ai pas du tout sympathisé, j'ai pas du tout eu de l'empathie et de la compassion pour le personnage principal. J'ai pas ressenti sa peine, je l'ai pas ressenti sincère. Elle trompe son mec avec qui elle est depuis des années. En même temps, elle sait que ça va pas durer avec ce mec-là, elle espère que ça va durer. Mais j'ai l'impression que c'était en surface en fait, j'ai pas du tout ressenti ce qu'elle pouvait ressentir, alors que je trouve que c'est la force en fait de ces romans normalement qui dépeignent ces histoires d'amour impossibles. On souffre avec le personnage. Je parlais de Joël Dicker tout à l'heure et d'Anastasia. Moi j'ai souffert avec Anastasia, j'ai compris son dilemme, j'ai compris à quel point c'était dur dans sa vie et dans sa tête et dans son cœur, mais là pas du tout. Pour moi c'était superficiel, franchement il y avait vraiment des belles choses à dire, mais j'ai l'impression que le personnage en lui-même était détaché de la situation en se voulant toutefois impliqué émotionnellement et du coup ça avait pas de sens. J'ai l'impression que soit elle était dans un pur déni et je l'ai pas compris comme ça, soit c'était ça tombait pas juste. Moi je pense que ça tombait pas juste, je pense que voilà, l'auteur avait envie de raconter une belle histoire d'amour impossible, une passion qui répare autant qu'elle fait mal, voilà, deux espèces d'âmes un petit peu amochées qui se retrouvent, qui laissent parler le corps plutôt que le cœur. Je comprends ce qu'elle a voulu faire, mais franchement je trouve que ça a pas marché, donc pour moi c'était... Voilà, j'en garde rien. Pour mon dimanche graphique, j'ai lu La tempête de cristal de Aki Aoi aux éditions Komiku. Dans ce manga, on suit Seka qui est une jeune apprentie pour travailler en fait les cristaux et être en fait sculpteur dans le cristal, puisque dans ce monde il y a régulièrement des tempêtes de sable un petit peu magiques qui viennent en fait figer des espaces-temps dans des cristaux, des gemmes très très beaux, et ensuite il y a des chasseurs qui viennent repérer ces cristaux et ils peuvent tailler dedans. Elle part un jour en fait en course dans la grande
grande ville avec son maître et en fait, eh bien, pendant qu'elle vagabonde dans les rues, elle tombe sur une boutique un petit peu obscure, un petit peu glauque, enfin, elle sent qu'il se passe quelque chose un petit peu bizarre et elle voit des sculptures sur cristaux absolument magnifiques, elle en a jamais vu d'aussi belles et plus elle s'approche, plus elle se rend compte que ces cristaux ont quelque chose de très bizarre. Et pour cause, eh bien, ils ont taillé dans des cristaux qui habitaient encore des villages complets et donc des gens. Elle découvre donc qu'il y a un marché noir en fait des cristaux et que ces cristaux sont super rares parce que il y a des collectionneurs un peu glauques, un peu pervers qui aiment bien en fait avoir dans des petits cristaux des gens bloqués à vie à l'intérieur. Alors c'était déjà pas la meilleure nouvelle de sa journée, mais quand elle apprend en plus que son village avec son maître, sa famille, ses proches vient de se faire figer par une tempête de cristal, ça va plus trop. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme un peu bizarre avec un accoutrement un petit peu particulier et surtout un animal, un truc de compagnie bizarre qui ressemble à une petite pyramide qui en fait lui donne des pouvoirs absolument incroyables, qui permet autant de repérer des gens que de créer des espèces d'ondes qui brouillent en fait la vision des gens et qui fait qu'ils sont plus du tout repérables. Donc il y a cette espèce de jeune garçon, voilà, un petit peu particulier. Ensuite, elle va rencontrer toute une équipe de chasseurs qui sont également à la poursuite de ce marché noir et de ces malfrats qui taillent dans le cristal quand il y a encore des gens dedans. On comprend que certaines personnes de l'équipe sont personnellement impliquées en fait dans cette recherche parce que leur famille a été bloquée dedans. Donc en fait tout ce petit monde-là va partir à l'aventure pour découvrir d'autres cristaux et aussi pour chasser et essayer de démanteler ce marché noir. C'était un tome très introductif, ça va très vite, voilà, ça reste un manga. Par contre, j'ai beaucoup apprécié ma lecture parce que je pense que c'est assez prometteur. Les graphiques étaient très beaux, j'ai trouvé que voilà, il y avait vraiment des planches très très jolies avec les cristaux, ça fait en fait une ambiance vraiment assez belle. Les planches sont vraiment pas mal, j'ai trouvé que ça faisait pas trop manga. Alors quand je dis ça, c'est que moi j'aime pas trop les illustrations genre One Piece, Naruto, c'est vraiment pas ce que je préfère. Là j'ai trouvé qu'il y avait quand même un joli soin, que les personnages étaient plutôt beaux. Enfin voilà, je pense que c'est un manga qui se lit très vite et qui est très prometteur. J'ai vu que ça allait être une trilogie, donc je pense que je me ferai la trilogie. Et pour information, il était à 8,50 €, donc je pense que ça vaut le coup. C'est donc tout pour mes lectures de la semaine. Je suis plutôt contente de mon bilan. J'ai fait majoritairement des très bonnes lectures, donc je suis assez contente de ma semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et vous abonner. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.